Bienvenue dans l'African Union Journal, votre rendez-vous hebdomadaire consacré à l'actualité au sein de l'Union africaine. Gouvernement, communauté économique régionale, partenaires au développement et jeunesse africaine sont des acteurs de premier plan face à la sécheresse et aux migrations qui en résultent sur le continent. L'Afrique a adopté une vision commune pour sa résilience climatique, alors que les pays en développement évaluent leurs besoins financiers face aux défis climatiques à 600 milliards de dollars par an. La part de l'Afrique se chiffre à 100 milliards. L'Afrique appelle à plus de justice dans le financement de résilience face au changement climatique. Nathalie Mouffe. La lutte contre les effets du changement climatique interpelle l'Afrique dans sa globalité. Gouvernement, communauté économique régionale, partenaires au développement et jeunesse africaine sont des acteurs de premier plan face à la sécheresse, aux inondations et aux migrations qui en résultent. Alors que l'Afrique abrite la 27e conférence internationale des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP27, à Sharm el-Sheikh en Égypte, le continent a adopté une vision commune pour sa résilience climatique. Cela sera mis en place par le biais de mesures et de politiques pour renforcer la résilience et se pencher sur les écarts existants. Je pense que la réunion de la COP27 qui aura lieu dans quelques jours à Sharm el-Sheikh permettra de se pencher sur la façon de mettre en place les ripostes à ces défis. Nous ne pouvons pas rester dans le scénario de l'inaction. Ainsi, nous devons coordonner nos efforts pour atténuer et nous adapter face au changement climatique. L'Afrique, qui est particulièrement touchée par le changement climatique, émet à peine 3% de gaz à effet de serre. Victime d'inondations et de vagues de chaleur de plus en plus rudes depuis 4 ans, le continent est résolument engagé dans sa transition écologique. L'Afrique veut s'outiller de politiques climatiques adaptées et inclusives. La migration climatique environnementale est un phénomène multicausal qui exige des ripostes multiples. Ainsi, adopter une démarche gouvernementale, sociétale, holistique est nécessaire pour ne laisser personne de côté. Et enfin, pour finir, ce n'est pas des moindres, nous avons besoin d'un changement de paradigme en ce qui concerne le financement et les programmes de mobilité climatique, étant donné l'ampleur de la crise. Des solutions à court terme ne sont pas efficaces. L'objectif commun de l'Union africaine et ses États membres à la COP27 est consigné dans la déclaration de Kampala du 29 juillet 2022. Les dirigeants africains établissent désormais un lien entre les changements climatiques et l'accentuation des flux migratoires sur le continent. Les dirigeants africains établissent désormais un lien entre les changements climatiques et l'accentuation des flux migratoires sur le continent. En Éthiopie, par exemple, 19,7% des déplacés internes sont contraints à fuir leur ménage en raison de la sécheresse. De plus, la faible pluviométrie expose 45,6% de la population africaine à l'insécurité alimentaire. La distribution et la production alimentaire sont en péril. Sécheresse, inondations ont doublé depuis le début des années 1990. Les récoltes diminuent. Ainsi, cela fait diminuer les récoltes de 70%. Cela a coûté la vie à 3 millions de personnes. Le changement climatique rend les aliments moins nutritifs. Également, l'eau se réchauffe. Donc, ce sont les ressources halieutiques qui sont frappées et poussent les poissons à se déplacer dans d'autres régions. Notre pays a besoin d'investissements dans les énergies renouvelables, la technologie et les infrastructures, la production alimentaire, l'agroalimentaire, les ressources halieutiques. Il s'agit de renforcer la résilience de nos communautés afin de pouvoir nous adapter et atténuer les effets du changement climatique. La résilience face au changement climatique a un coût. Alors que les pays en développement évaluent leurs besoins financiers face aux défis climatiques à 600 milliards de dollars par an, la part de l'Afrique se chiffre à 100 milliards de dollars annuels. L'enveloppe déjà jugée dérisoire par les dirigeants africains peine à être mobilisée depuis 2020. L'Afrique appelle
à plus de justice dans le financement de la résilience face au changement climatique. Des acteurs politiques aux décideurs économiques et aux institutions financières du continent, une position commune semble désormais émerger dans les choix qui doivent être ceux de l'Afrique pour le développement des sources d'énergie. Face au discours climatique actuel qui recommande de ne plus investir dans les énergies fossiles, l'Afrique, qui ne contribue qu'à 3% aux émissions mondiales de gaz à effet de serre, plaide pour le droit de se développer en utilisant ses ressources dont les hydrocarbures. Eugène Schéma. Les institutions de l'Union africaine, les chefs d'État et de gouvernement et les institutions financières panafricaines reflètent une harmonie des points de vue dans les choix de développement de l'Afrique par ses sources d'énergie. Une concordance de vues qui prend un écho particulier à la veille de la tenue de la 27e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques qui se tient en Égypte du 6 novembre au 18 novembre. Quand vous regardez l'Afrique, c'est 15% de la population mondiale, mais en termes d'émissions de CO2, ce n'est que 3% des émissions mondiales. Ainsi, les Africains ne sont pas responsables des émissions, mais ils font partie de l'humanité. Nous avons des forêts parmi les plus vastes au monde, nous comprenons notre responsabilité humaine, mais je pense qu'il faut faire la transition énergétique progressivement avec le soutien de tous pour faire en sorte que ceux qui polluent le moins ne soient pas pénalisés et puissent se développer en élargissant le mix énergétique et en exploitant évidemment les énergies renouvelables. Je crois qu'il est très important d'avoir cette approche. Je ne crois pas en une solution unique. Chaque année, l'Arabie saoudite réunit des décideurs politiques, chefs d'entreprise, investisseurs des divers points du globe pour façonner l'avenir de l'économie mondiale dans le cadre de la Future Investment Initiative. À la 6e édition de cette conférence, tenue du 25 au 27 octobre, la directrice générale du Fonds pour le développement des exportations en Afrique, Marlène Ngoyi, a été invitée à partager le potentiel et les défis énergétiques sur le continent. La directrice générale du FEDA a relevé les défis d'accès à l'électricité en Afrique qui nécessitent d'être pris en compte dans les accords internationaux sur le climat ou l'énergie. Quand vous regardez l'Afrique aujourd'hui, c'est 1,4 milliard d'habitants. En 2040, le continent devrait compter plus de 2 milliards d'habitants. Une statistique importante à relever est que nous avons encore la moitié de notre population qui n'a pas accès à l'électricité. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas ignorer. D'après les données de la Banque mondiale, l'Afrique est le continent le moins électrifié au monde, avec 568 millions d'habitants encore privés d'électricité. Des pays développant des projets gaziers comme la Guinée équatoriale, le Sénégal, la Mauritanie, le Mozambique, le Nigeria envisagent des centrales électriques alimentées au gaz pour fournir de l'électricité à leur population. Il y a encore beaucoup de pays en Afrique qui dépendent des combustibles fossiles. Beaucoup de pays ont des réserves de pétrole et de gaz. Certains viennent juste de les découvrir. Ces réserves sont inexploitées et les pays doivent pouvoir les exploiter afin de les inclure dans un mix énergétique qui inclurait aussi l'hydroélectricité et l'énergie solaire. Selon des données rendues publiques à la 6e édition du Future Investment Initiative et attribuées au cabinet international de conseil McKinsey, la demande d'énergie en Afrique devrait augmenter de 30% d'ici 2040 en raison de la croissance démographique et de l'industrialisation. L'expansion du terrorisme en Afrique préoccupe l'Union africaine. Des vies humaines perdues au quotidien, des services sociaux de base détruits et plus de 30 millions de personnes réfugiées ou actuellement déplacées à l'intérieur de leur pays sont quelques impacts de ce phénomène sur le continent. Pour endiguer la propagation du terrorisme en Afrique, le président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, relève entre autres l'urgence de rendre opérationnelle la force africaine en attente. Suivons ce reportage.
Créé en 2003 pour aider le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine à assurer ses missions de soutien de la paix, la force africaine en attente n'est toutefois jamais entrée en action, les États membres de l'Union africaine privilégiant des forces de coalition ad hoc, pilotées par les communautés économiques régionales et conçues pour être mobilisées dans un délai très court à partir de soldats et policiers en attente dans leur pays d'origine. La mise effective sur pied de cette force est nécessaire d'après le président en exercice de l'Union africaine. Il s'agit d'une solution pour adresser les défis posés par le terrorisme sur le continent, comme l'a indiqué le 24 octobre le président Macky Sall à la 8e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Il urge pour nous de rendre opérationnelle la force africaine en attente et de financer de façon plus adéquate le Fonds de paix de l'Union africaine. Nous ne pouvons pas compter toujours sur le financement extérieur pour assurer notre propre sécurité et bâtir une architecture de paix viable. Que d'abord, nous fassions les efforts internes de mobilisation avant de demander l'appui de nos partenaires extérieurs. Je suis convaincu que l'Afrique a encore quelques capacités pour mobiliser un minimum de ressources pour financer la paix sur le continent. La propagation du terrorisme en Afrique est en grande partie due au fait que ce fléau est alimenté par la criminalité transfrontalière, la prolifération illégale des armes, les flux financiers et trafics illicites de tout genre et l'implication de combattants étrangers, d'après le point de vue présenté par le président Macky Sall. Des vies humaines perdues au quotidien, des services sociaux de base détruits et plus de 30 millions de personnes réfugiées ou déplacées à l'intérieur de leur pays sont quelques impacts de l'expansion du terrorisme en Afrique. S'agissant du terrorisme en Afrique, ces multiples connexions avec l'extérieur en font une partie intégrante du terrorisme international. Quelle qu'en soit la forme, ces pratiques ne sont pas acceptables. Elles ne peuvent servir de remède à nos maux. Au contraire, elles les aggravent et nous retarde sur le chemin du développement. L'Afrique subsaharienne enregistre 48% de décès causés par le terrorisme dans le monde d'après la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Pour le président Macky Sall, il faudrait financer de façon plus adéquate le Fonds de la paix de l'Union africaine pour faire face à ce fléau. Il faudrait également que tout le concept des opérations de paix de l'Organisation des Nations Unies soit revu en intégrant pleinement la lutte contre le terrorisme, y compris en Afrique. Et face au terrorisme, les opérations classiques de paix des Nations Unies ont montré leurs limites. Nous n'avons rien contre le système des Nations Unies, c'est notre système. Il est temps de changer la doctrine. Des casques bleus attaqués jusque dans leur propre base, sans capacité significative de riposte, ne peuvent assurément pas protéger des populations menacées par des groupes terroristes. Alors que les menaces à la stabilité en Afrique résident également dans la crise économique profonde qui secoue le monde, l'Union africaine appelle à une forte implication de tous afin de favoriser les conditions minimales de paix et de stabilité propices au développement durable. Au menu de l'actu, en bref de cette édition, les travaux de Tanger au Maroc se sont achevés le 27 octobre 2022 sur un engagement renouvelé des décideurs politiques et des praticiens de la paix à promouvoir le lien étroit qui existe entre la paix, la sécurité et le développement. En marge de la 73e session ordinaire de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples en cours, la nouvelle identité visuelle de la Commission a été lancée, avec notamment un nouveau logo institutionnel renommé et un site web remanié. L'Union africaine s'active pour la résolution du conflit en Éthiopie qui oppose depuis 2020 les forces gouvernementales aux rebelles de la région du Tigris et réunie au sein du Front de libération du peuple du Tigris. Elle a lancé en date du 24 octobre 2022 des pourparlers directs en Afrique du Sud.
Les travaux de Tanger au Maroc se sont achevés le 27 octobre sur un engagement renouvelé des décideurs politiques et des praticiens de la paix à promouvoir le lien étroit qui existe entre la paix, la sécurité et le développement. Alors qu'il préside depuis février 2022 le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, le Maroc a eu le privilège d'accueillir cette première conférence qui a réuni plus de 300 experts du continent. À travers les discours des participants, il a été établi la nécessité d'une collaboration et d'un partage d'informations renforcé avec les parties prenantes africaines et les partenaires internationaux. Les échanges ont également mis en exergue le lien entre les programmes humanitaires et le développement, la nécessité d'une gouvernance inclusive et responsable, le rôle des communautés frontalières et des agropasteurs dans la promotion de l'intégration socio-économique régionale et la connexion des communautés pour le développement durable, tout comme les liens entre le commerce interafricain, l'industrialisation, le développement des infrastructures et la paix grâce à la mise en œuvre efficace de la zone de libre-échange continentale africaine. Qui semble contenir une identité visuelle améliorée pour la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples qui a officiellement lancé son logo institutionnel renommé et son site web remanié en marge de la 73e session ordinaire en cours de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et du 35e anniversaire de la création de la Commission. Cette étape participe d'une stratégie qui vise l'engagement renforcé des citoyens pour la promotion des libertés et des droits humains. Le nouveau logo, qui est conçu dans les 6 langues officielles de l'Union africaine, anglais, français, portugais, espagnol, arabe et swahili, est également accompagné d'une directive de marque et de communication sur l'utilisation de l'application du logo dans toutes les activités de l'Union africaine. Ce nouveau logo intègre symboliquement les aspects de promotion et de protection des droits de l'homme, représentés par l'illustration du sceau, qui reflète également la nature centrée sur les personnes de l'Union africaine, soucieuse d'un programme de développement axé sur les personnes. L'Union africaine joue sa partition dans la résolution du conflit en Éthiopie qui oppose depuis 2020 les forces gouvernementales aux rebelles de la région du Tigré réunies au sein du Front de libération du peuple du Tigré. La Commission de l'Union africaine, par le biais de son président Moussa Faki Mahamat, fait savoir qu'elle conduit les pourparlers directs entre le gouvernement fédéral éthiopien et le TPLF en Afrique du Sud. Il s'agit principalement d'aider les partis à trouver une solution politique au conflit dans la région du Tigré en Éthiopie. L'ex-président nigérien Olusegun Obasanjo, par ailleurs au représentant de l'UA pour la Corne de l'Afrique et ancien président de la République fédérale du Nigeria, ainsi que par l'ancien président Uhuru Kenyatta de la République du Kenya et l'ancien vice-président Dr Pumzile Lambonguka de la République d'Afrique du Sud sont au cœur de cette médiation. Des représentants de l'autorité intergouvernementale pour le développement des Nations Unies et du gouvernement des États-Unis d'Amérique participent en tant qu'observateurs au processus de paix dirigé par l'UA, ouverte mardi 25 octobre. Les discussions se sont tenues jusqu'au 30 octobre. Le président de la Commission de l'Union africaine réitère l'engagement continu de l'UA à soutenir les partis dans un processus pris en charge par l'Éthiopie et dirigé par l'UA pour faire taire les armes en faveur d'une Éthiopie unie, stable, pacifique et résiliente. CDC Afrique organise à Accra, au Ghana, les 15 et 17 novembre, un atelier sur la stratégie révisée du dépistage de la COVID-19. L'événement se tiendra sous le thème « Passer de l'intervention d'urgence à l'intégration dans les services de soins de santé de routine ». Le séminaire est organisé en partenariat avec la Clinton Health Access Initiative et la Société africaine de médecine de laboratoire, un organisme professionnel panafricain axé sur l'amélioration des soins de santé en renforçant les capacités des laboratoires. CDC Afrique est une institution technique spécialisée de l'Union africaine mise en œuvre pour soutenir les initiatives de santé publique des États membres de l'Union africaine et renforcer la capacité de leur institution de santé publique à répondre efficacement aux menaces de maladies. Le sommet extraordinaire des chefs d'État africains sur l'industrialisation et de la diversification économique de l'Afrique se tiendra du 20 au 25 novembre 2022 à Niamey au Niger. Selon l'Union africaine, ce sommet vise à souligner la détermination et l'engagement renouvelé de l'Afrique en faveur de l'industrialisation comme l'un des piliers centraux de la réalisation des objectifs de croissance économique et de développement du continent.
Prévu se tenir du 5 au 9 décembre 2022 à Accra au Ghana, la 3e édition de la semaine de l'harmonisation de la réglementation des médicaments en Afrique vise entre autres renforcer et construire des partenariats et une action collective de toutes les parties prenantes pour l'opérationnalisation de l'Agence africaine du médicament. La semaine africaine de l'harmonisation de la réglementation des médicaments est un événement organisé tous les 2 ans par le secrétariat conjoint de cette structure qui comprend l'Agence de développement de l'Union africaine, NEPAD, et l'Organisation mondiale de la santé avec le soutien de la Commission de l'Union africaine. Depuis 2021, le diplomate marocain de 56 ans, Fathallah Sajil Massi, est à la tête de la direction générale de la Commission de l'Union africaine. Il est reconnu en Afrique et par le monde comme un homme d'action grâce à sa contribution dans la sphère économique et politique au Maroc et sa participation aux négociations avec l'Union européenne. Auteur de l'avenir de l'Europe et au Sud, Fathallah Sajil Massi aujourd'hui conduit la gouvernance transversale des structures de la Commission de l'Union africaine, assure la coordination opérationnelle entre les différents départements de la Commission et avec les États membres. Son portrait avec Joël Balou. Ce que nous pouvons faire de mieux. À 56 ans, le diplomate marocain Fathallah Sajil Massi est le premier directeur général de l'histoire de la Commission de l'Union africaine. Créé en 2018, ce poste qu'il occupe depuis octobre 2021 lui permet de conduire la gouvernance transversale des structures de la Commission de l'Union africaine, d'assurer la coordination opérationnelle entre les différents départements de la dite commission et avec les États membres, ainsi que la responsabilité de veiller à une performance optimale de la technostructure panafricaine. L'Union africaine croit fermement en l'esprit du partenariat selon les avantages comparatifs des différents acteurs. Seul cet esprit collectif, solidaire, est en mesure de faire prévaloir la logique de coopération et de dialogue dont la revitalisation est tant attendue pour relever ensemble les défis mondiaux et de notre continent. C'est dans cet esprit que l'Union africaine travaille avec acharnement et conviction au renforcement de l'ensemble de ses partenariats, y compris avec les Nations Unies. Ancien ambassadeur du royaume marocain auprès de l'Union européenne, le diplomate Fathallah Sajil Massi entame sa carrière en 1989 à la Banque commerciale du Maroc. En 1992, il fait son entrée au cabinet du ministre du Commerce extérieur et est en charge des négociations avec l'Union européenne. Homme d'action, en 2012, il occupe le poste de secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée après une élection à l'unanimité. C'est l'importance de la dimension régionale, de la coopération régionale, pour faire en sorte que le partenariat euro-méditerranéen reste une réalité forte, s'inscrive dans une logique de compétitivité pour contribuer aux efforts de paix, de stabilité et de sécurité pour toutes les populations de la région. Et en ce sens, c'est également une contribution à l'ensemble de l'économie globale. Recommandé de toutes parts pour ses compétences, Fathallah Sajil Massi n'oublie pas l'une de ses passions, l'écriture. En 2020, il publie L'avenir de l'Europe est au Sud, ouvrage dans lequel il souligne l'importance pour l'axe Europe-Méditerranée-Afrique de se remettre au centre du jeu des grandes transitions géoéconomiques mondiales. Il obtient pour cette œuvre le prix du livre économique francophone. Qu'il est nécessaire de prendre conscience des opportunités qui s'offrent devant nous. À l'échelle continentale, l'OUA est née d'un espoir formulé par les pères fondateurs, repris et actualisé par la création de l'Union africaine dont nous célébrons cette année le 20e anniversaire et la formulation de l'agenda 2063, décliné en plans décennaux dont le premier est en cours d'évaluation par notre organisation. Fathallah Sajil Massi, à la tête de la Commission de l'Union africaine, est un témoignage de la crédibilité dont jouit le Maroc en Afrique et au sein de l'institution. Sa nomination intervient dans un contexte marqué par le retour du Maroc à l'organisation panafricaine en janvier 2017 et l'instauration d'une bonne gouvernance administrative et financière au sein de l'institution. C'était l'African Union Journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.